Bonjour Elodie, Bonjour Gaëlle. je vois que tu es déjà bien installée. Tout à fait. Alors du coup, juste pour préciser, donc Elodie, on va faire le protocole numéro 46 aujourd'hui ensemble. Protocole dont tu ne connais pas le thème. Non. Donc je vois que tu es bien installée. Je te fais un décompte de 5 à 1 Ouais, ou 10 à 5, c'est bien. 1. Ok, parfait. Donc, je vais faire un décompte de 5 à 1, Elodie, et tu vas pouvoir laisser ton corps se relaxer et se relâcher jusqu'à te sentir parfaitement bien. Et puis ensuite, je te ferai un décompte de 1 à 3 où je te donnerai le thème. Tu pourras aller te connecter. Ok pour toi? Ouais. Commence par prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Tu peux prendre une autre profonde inspiration. Profonde expiration. Je commence le décompte à 5. Tu peux commencer par te connecter au ressenti de ton corps et laisser ton corps se relâcher, se relaxer, s'apaiser. 4. Et plus ton corps se relâche et se relaxe, plus ton esprit peut s'apaiser et s'alléger. Tu peux te sentir devenir tout simplement plus légère. 3. Tu peux te concentrer sur tes fréquences, sur ta sphère énergétique et tu peux moduler tes fréquences pour qu'elles arrivent au niveau parfait et idéal pour toi. Parfait pour aller mener cette enquête. Les émotions que tu souhaites, les émotions que tu aimes, peut-être te sentir dans la joie, dans la tranquillité. 2. Et puis ton corps s'apaise, se relâche, se relaxe. Plus tes muscles deviennent naturellement plus lourds, et plus ton corps et ton esprit deviennent plus légers. Jusqu'à ce que tu arrives maintenant à cet état parfait pour toi, parfait idéal pour toi, en modulant simplement tes fréquences au niveau idéal. 1. Comment ça va, Elodie? Très bien. Très bien. Elodie, je compte de 1 à 3. Tu vas pouvoir te connecter au thème qui est la lune. 1, 2, 3. Régresse jusqu'au moment où s'est formée la lune et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Là, ce que je vois, c'est plein de... Donc, je suis dans l'espace, bien sûr, et je vois plein de poussières et d'astéroïdes. Enfin, je ne sais pas exactement si ce sont des astéroïdes, mais je vois des choses qui se déplacent. Je vois des petites choses et je vois des choses plus grosses qui se déplacent très vite. Autre chose Là, non. à rajouter? Alors, si tu regardes où se trouve la lune au moment de sa formation. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus loin que là où elle est actuellement. Un peu plus loin que là où elle est actuellement. La lune est-elle naturelle ou artificielle? Un peu des deux.
il y a une grosse partie qui est naturelle, mais il y a eu à un moment donné une intention. Alors, si tu regardes, qui ou quoi a créé la Lune et pourquoi? Je vois comme des humanoïdes avec une peau un peu bleue qui ont l'air d'être très pacifistes, très pacifistes, enfin, très gentils, et qui c'était pour comme une base entre deux. C'est oui comme une étape en fait entre deux autres lieux. Continue. Et une fois qu'après ils se sont rendus compte de la place de la place stratégique de la Lune, et après il y a des choses qui se sont développées par rapport justement à son placement. Comme je vois un observatoire par rapport à la Terre. Donc, si tu regardes, de quels éléments est-elle composée? Il y a le fer qui me vient comme ça tout de suite. Le fer et la pierre. Un peu d'eau. Et voilà. Ce que je ressens en priorité et ce que je perçois, c'est ça. Terre, pierre et eau. Mhm. Et comment est la Lune morphologiquement? Donc je vois la croûte supérieure, on va dire, donc la partie sur laquelle on pourrait marcher. Et j'ai l'impression qu'il y a, on dirait un étage dessous. Comme s'il y avait encore sous la croûte sous laquelle on peut marcher, un endroit où on peut vivre. Continue. Mais je vois qu'il s'est passé, il y a eu des choses parce qu'avant c'était quand même pas comme ça à la surface de la Lune. C'était moins plat. Là c'est relativement plat, il y a des cratères, il y a des choses et autres, mais avant c'était. Alors je vois pas de végétation. Et ouais, ça fait comme des petites collines, quoi. Et c'est pas du tout comme l'image qu'on peut en voir. Tu sais, quand on voit des images, mais je vois pas de verdure. Je vois pas de verdure. Et ouais, je vois ce truc dessous, en fait. Sous la surface où on peut marcher, ouais, comme un souterrain, en fait. Un étage souterrain, on va dire. Alors maintenant, décris-moi la superficie lunaire et sa structure interne. Donc là, aujourd'hui, Oui, à aujourd'hui. Qu'est-ce qui te vient? c'est désertique. Alors, désertique, hein, pas comme sur la Terre, hein, mais que, oui, il y a toute une partie qui est désertique. Avec effectivement comme l'image qu'on peut voir avec des cratères et des cratères ronds et plutôt après des endroits comme des canyons, on pourrait dire. Après, je vois, mais après c'est pas sur le plan physique, hein. Il y a un côté où peut-être ce qu'on appelle la face cachée de la Lune. Il y a un endroit où il y a des structures, mais sur un autre plan, pas sur le plan. Et, et c'est pareil. L'intérieur, l'étage souterrain, on va dire que je vois, c'est pareil, c'est pas sur le plan. Continue. Je vois que c'est noir au centre. J'ai pas l'impression que ce soit vide. Très bizarre. Parce que même si je veux toucher, il y a quelque chose, mais c'est noir. Et c'est pas parce que c'est noir que c'est dérangeant. Tu vois, des fois on associe le noir à. Là, non, c'est pas. C'est comme ça. J'ai l'impression que c'est sa structure.
expliquer comme ça. Ok. Pourquoi une partie, une face de la Lune est-elle toujours cachée? C'est exprès pour pas qu'on voit ce qu'il y a dessus, justement. Et pourquoi ça? Parce qu'on n'a pas besoin de savoir. Pas besoin de savoir quoi. Parce Comment? que ce qui s'y passe. Mhm. On n'est pas Continue. prêt. Enfin, la majorité des gens sont pas prêts à savoir. Et de toute façon, ne pourraient même pas comprendre. Il y a des gens encore qui doutent de l'existence d'autres vies ailleurs, ou de vies différentes, de sortes de vies différentes. Donc c'est pour ça. T'as autre chose à ajouter parmi ce que tu vois? J'ai pas l'impression que ce qui s'y passe soit mauvais en plus. Que je ressens vraiment aucun malaise, aucun. Mais non, c'est juste que l'humanité n'est pas prête. En fait. Enfin, on veut nous faire croire qu'on n'est pas prête. Enfin, non, c'est quand tu cherches tu te rapproches de la Terre et de la compréhension humaine, plus ça devient compliqué, donc je m'éloigne. Pour pas- Y a-t-il de la vie sur la Lune? Oui, Regarde, dis-moi. il y a plusieurs races qui cohabitent. Plusieurs. Je n'ai pas le terme, enfin, pas le terme approprié, mais ouais, races, plusieurs. Ouais, il y a plusieurs. Ouais, races, espèces. Le mot que je veux dire ne me vient pas, donc. Ouais, il y a plusieurs races et ça cohabite. Et qui ou bien quoi habite la Lune? J'ai l'impression que c'est plus des scientifiques. Parce que nous, on qualifierait de scientifiques. Parce que c'est vraiment. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu une place stratégique, un observatoire. Et ce qui s'y passe, ouais, ça reste à un certain niveau parce qu'il y a toujours des. Qu'il y a des interférences qui essaient de, de rentrer dans ce qui se passe justement pour essayer d'avoir des informations. Mais c'est pas. Elles sont pas tolérées de toute façon parce que là-bas, je vois quelque chose oui, de vraiment très scientifique. Mhm. Autre chose sur le qui ou le quoi? Là, je vois toujours donc cette race dont je t'ai parlé au début, espèce d'humanoïde Mhm. à peau bleue avec une forme de tête un peu bizarre. Mais voilà, Tu peux répéter? la forme d'humanoïde dont je t'ai parlé au départ, donc avec la peau bleue, avec une forme de tête un peu bizarre. Je vois qu'il y a des reptiliens aussi, mais je n'avais jamais vu des comme ça. J'en avais jamais vu ou même je pense que je les avais jamais ressentis comme ça. Je ne Lesquels? re- Les reptiliens. Et à chaque fois que j'en ai vu, c'était pas agréable, tu sais. Enfin, l'énergie était vraiment pas, enfin, ne me convenait pas du tout, ce que je en percevais. Et là, je vois vraiment quelque chose de scientifique, quelque chose de sérieux. Tu sens ni de bien ni de mal, en fait. Tu sens vraiment que c'est un scientifique, quoi. C'est des scientifiques qui sont là pour. Ok. Et si tu regardes où sont les sites d'implantation? Oui, je vois que c'est dans l'ombre. Mhm. Continue. C'est J'ai l'impression que c'est tout regroupé au même endroit, vraiment. Ça fait vraiment, tu as une base, en fait. C'est comme s'il y avait une base sur elle. Mhm. Et sur le reste, il n'y a rien. Tu la verrais où cette base? Alors là, donc je vois la Lune, je vois donc je vois toute une part qui est dans l'ombre, et ben sur la partie la plus haute, on va dire, dans l'ombre. Mhm. Pas en haut centré, mais décalé sur le.
sur un côté, mais à l'ombre et vers le haut. Après, je vois des déplacements. Il y a des déplacements qui sont faits, oui, sur la Lune. Déplacements qui sont faits sur la Lune? Oui, des scientifiques, on va dire, qui sont là. D'accord. Et comment est organisée la population lunaire? J'ai l'impression que tout le monde sait où est sa place. C'est quelque chose de très bien organisé. Mhm. Je vois, c'est très discipliné, hein, parce que chacun est là pour travailler, pour faire quelque chose, ouais, pour travailler. Je te dis, je vois vraiment qu'il y a des scientifiques. Et chacun sait ce qu'il doit faire. Chacun est à sa place et sont très ordonnés, très disciplinés. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vrai spécialement, tu sais, un chef. On va dire qu'il y a plus après des chefs de service, des chefs de pôle, mais c'est tout. Il n'y a pas besoin, en fait, d'organisation plus précise que ça. Parce que voilà, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils le font, ils sont là, il n'y a pas de débordement, rien. Mhm. Autre chose à ajouter sur l'organisation de cette population? Je vois qu'il y a des roulements par moment. Des Ceux roulements? qui sont là, par exemple, ceux qui sont là aujourd'hui, ben, à un moment, ils vont être là pour un temps donné. Ils vont repartir sur leur planète ou de là où ils viennent ou sur leur vaisseau. Et il y a d'autres qui vont venir. Voilà. C'est tout. Ok, je vais te lire un petit texte. Milton William Cooper, écrivain américain, ancien officier des services secrets de l'US Air Force, a déclaré sous serment en 1989 que le gouvernement des États-Unis a connaissance de bases extraterrestres sur la Lune. Avant-poste pour être exact. Dans un communiqué, il déclare que les bases aliens ont été vues et photographiées par les astronautes des missions Apollo. Les déclarations de Milton William Cooper sont-elles véridiques? Ouais, ouais. Oui, parce que de toute façon, j'ai vu, avant que tu me poses la question, avant que tu me lises ce texte, j'ai vu un humain dans la base. Il y en avait un. Mhm. Et ouais, et par rapport à quand tu parles d'Apollo, oui, je vois une explosion. Parce que j'ai l'impression que s'est passé quelque chose avec ceux qui ont vu ça. Ceux qui Alors ont pris peux-tu... des photos et ceux qui ont vu, oui, il y a Mhm. quelque chose. Je t'entends pas très bien. Ah, mais c'est peut-être parce que ouais, Cyril. je commence à baisser le volume de ma voix. Mhm. Donc je vais parler plus fort. Peux-tu me décrire ce qu'ont vu les astronautes des missions Apollo? Alors, je vois comme un cône à l'envers, avec la base vers le bas, qui remonte comme ça. Et je vois qu'ils ont vu, en fait, c'est une entrée, Mhm. enfin même deux entrées, en fait, pour aller justement sur le niveau souterrain, tu sais, à l'intérieur dont je t'ai parlé. Mhm. C'est ça qu'ils ont. Et je crois qu'ils ont vu un véhicule aussi. Un véhicule? Ouais. Quand je te parlais, tu sais qu'il y avait des déplacements, il me semble qu'ils ont vu un véhicule. Pourquoi y a-t-il ces avant-postes sur la Lune? Quelle est la cause de leur présence? Maintenant, là, c'est pour surveiller la Terre. Surveiller la Terre. Que la Terre a une place stratégique et il ne faudrait pas qu'il se passe n'importe quoi. Ouais, s'il se passait vraiment, s'il y avait ouais, c'est vraiment, je vois vraiment l'histoire de surveillance de la Terre. Alors après, ils en ont profité, comme justement, je vois par rapport aux véhicules. Par rapport aux véhicules? Aux véhicules, ouais, parce qu'ils Oui. sont, normalement, ils ne sont pas visibles à l'œil nu, comme ça, pour nous, êtres humains. Et en fait, il y a eu et il y a encore d'ailleurs des essais et des tests justement pour essayer de se densifier, comme nous, si tu veux, pour que ça leur coûte le moins d'énergie possible, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable, mais qui leur coûte énormément d'énergie. Et en fait, ils sont en train aussi de chercher le moyen
d'être sur la même densité que nous, en fait, et que ça leur coûte le moins d'énergie possible. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ont été vues. Mhm. Et j'ai vraiment cette chose de surveillance de la Terre. Mhm. Vraiment de surveiller, de faire attention à ce qui se passe pas n'importe quoi. Mais c'est compliqué parce que voilà, ils veulent, ils, ils veulent pas agir, ils ne veulent pas interagir ou changer le cours des choses. Mais s'il se passait quand même quelque chose de grave avec la planète Terre, ce serait un peu le bazar dans l'espace. Ok. Du coup, Elodie, on a terminé pour les questions, la partie questions. On va pouvoir aller creuser certains aspects, certaines informations que tu as données. Mm. Ok. J'aimerais que tu ailles à nouveau regarder quelle est l'intention de la création de la Lune. Tu m'as parlé d'une intention de la Ouais. part de ce peuple pacifiste. Quelle était cette intention? La toute première, moi, que je vois, c'était vraiment pour faire une étape. J'ai l'impression qu'il y a deux planètes qui sont comme jumelles, qui Mhm, abritent la même population, mais qui sont à des distances très éloignées. mhm. Et que malgré la technologie qu'ont ces êtres, à un moment donné, il fallait quand même faire une pause. Peux-tu me décrire ce que tu vois? Ben, je les vois, oui, venir au début donc sur la Lune. Et, euh, et oui, on va dire, faire comme nous, on ferait une pause sur l'autoroute, tu vois. Tu dégourdis les jambes, tu refais ta pression des pneus. C'est vraiment ça, c'était vraiment faire une pause parce que j'ai l'impression que quand même ce voyage, j'ai l'impression qu'elles sont même pas dans la même galaxie, les planètes, c'est complètement dingue. Et Si que, tu me permets juste de reformuler ce que tu disais, il y a deux ouais, planètes jumelles qui communiquent l'une avec l'autre ouais, et il y a des voyages qui se passent de l'une à l'autre et ils viennent faire une pause sur la Lune, c'est ça? c'est ça. Parce Ok. que c'est vraiment, je te dis, je vois même pas que ce soit dans la même galaxie. Donc elle est Et créée dans cette intention-là en premier lieu. ouais, Une aire, entre guillemets, comme une aire d'autoroute pour être créée. c'est ça. Et très vite, ils se sont rendus compte, enfin voilà, il n'y a pas de hasard qui me vient là, il n'y a pas de hasard. Si ça a été fait là, c'est qu'il n'y avait pas de hasard. Euh, Eux, à la base, ne le savaient, enfin voilà, savaient pas que ça finirait par devenir un pôle stratégique. Alors, qu'est-ce qui fait que ça devient un pôle stratégique scientifique? À quel moment? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que, donc eux qui sont un peuple très pacifique, pardon, ils ont vu que d'autres espèces portaient un intérêt fort à la planète Terre. Ok. Et donc, ils se sont posé des questions parce que, bah, comme ils voyaient quand même qu'il y avait pas mal de mouvements, d'allées-venues, de choses comme ça, et qu'ils sentaient quand même l'énergie de la Terre bien changer, bien être pas mal secouée et voilà, changer. Ils se sont posé des questions en tout premier lieu pour leur sécurité, en se demandant mais est-ce qu'on ne va pas venir nous attaquer ici? Est-ce que notre halte craint rien? Et Mhm. ensuite, eh ben, ils les ont vus, ce qui se passait sur la Terre, on commençait à se poser des questions. Et après, il y a eu une communication avec d'autres espèces qui se sont faites. Et après, il y a un accord qui s'est créé avec d'autres espèces pour justement créer comme une base scientifique sur la Lune et base scientifique et un observatoire vraiment pour surveiller la Terre. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Alors, regarde maintenant comment est-ce qu'ils surveillent la Terre? Par quels moyens? Quelles informations ils ont tendance à regarder? Il y en a plusieurs. Alors déjà, il y a l'énergie, Mhm, effectivement, tout ce qui émane de la planète Terre. mhm. Il y a aussi bah, toutes les interférences qu'il y a et l'évolution ouais, de tout ce qui se passe sur Terre. Alors, je vois qu'il y a des choses qui sont envoyées au plus près de la Terre pour voir. J'ai l'impression vraiment qu'il y a aussi un observatoire, qu'ils ont la capacité vraiment de là où ils sont, de voir clairement aussi sur la Terre ce qui se passe. Mais il y a besoin d'avoir comme des relevés des fois. C'est pour ça qu'il y a des petits vaisseaux qui sont envoyés pour faire des relevés.
Quel type de relevés tu vois Alors, le premier que j'ai vu, c'est un relevé de la terre, hein, vraiment. Il y a des relevés de terre. L'air aussi. Mhm. Et des animaux. Que font-ils avec ça? Ils essaient de voir comment ça évolue, de comprendre comment ça évolue et voir les évolutions, voir à quelle vitesse ça change, voir à telle interférence, voir quel effet ça a et à quelle rapidité, enfin, à quelle vitesse ça évolue. S'il y a des organismes qui arrivent à contrecarrer les interférences alors qu'elles soient psychiques ou physiques, hein, on va dire. Mhm. Mais voilà, ouais. Qui est à l'origine de la création de cette base scientifique? Eh ben, écoute, je vois le même être que au début, celui qui m'est apparu, c'est une humanoïde bleue à la tête bizarre. Mhm. Et c'est rigolo parce que je le vois avec une tête un peu comme un croissant de lune. Ok. Et à quoi vont lui servir toutes ces informations, ces expériences faites sur les animaux, l'air, la terre? Comme tenir un journal de bord, en fait. Parce qu'ils savent que malheureusement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais c'est pour garder une trace de ce qui se passe. Pour garder une trace de ce qui se passe, à quoi potentiellement pourraient servir ces traces qui sont gardées? Absorbe l'information, le but, l'objectif. Je vois des archives, je vois une salle, ça me ramène à une salle d'archives. Ouais. Donc, je te dis, je ressens vraiment que malheureusement, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils respectent une certaine règle de... Ils peuvent rien faire et pourtant Oui, ils vont prélever des choses et ils font des expériences. ouais. Mhm. Mais si tu veux, c'est que voilà, on ne peut pas avoir accès à... Enfin, si on pourrait avoir accès à ces informations, mais tu vois, comme par rapport au système interférent, nous, on sait qu'il y a certaines choses à faire. Tu vois ce que je veux dire, pour ne pas être interféré. Eh ben, ils pourraient, si tu veux, balancer l'info, mais ils n'ont pas le droit de le faire. Parce qu'il faut que ce soit un réveil de l'être humain, de la conscience de l'être humain. Et eux ne veulent pas, ne veulent et ne peuvent intervenir. Tu me disais à un moment donné qu'ils ne veulent pas interagir, toutefois, s'il y avait besoin, potentiellement, ils pourraient interagir. Est-ce que tu te souviens m'avoir dit ça à un Tout moment? à fait, ouais. Et tu Qu'est-ce vois, qui se passerait qui ferait qu'ils devraient interagir? s'il y avait une destruction de la Terre, dans sa totalité, tu vois, si vraiment la planète venait à exploser, Et pourquoi s'en soucie-t-il? parce que ça créerait un déséquilibre, parce que chaque chose est à sa place. Si un jour la Terre doit disparaître, elle le fera de manière naturelle. Mais si ça arrive d'une façon qui n'est pas naturelle, ça perturbera tout l'équilibre du cosmos. Et donc tous les habitants et tous les êtres qui sont dans le cosmos en seraient perturbés. Tu veux, c'est vraiment le truc des dominos, quoi. Il y a un domino qui tombe et tout s'effondre. Ouais, c'est ça. Il faut que les choses arrivent de façon naturelle et pas parce que il y a eu conflit d'intérêts à un moment donné entre des espèces et qu'ils ont fait péter la Terre, quoi. Parce que c'est vraiment ça que je vois. Ce que je vois, c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui était balancé sur la Terre et je vois donc toujours cet être. Alors lui pas tout seul, mais je pense que c'est pour me rappeler son équipe, les habitants de la Lune, qui serait comme un bouclier énergétique sur la Terre. Donc eux, ils feraient potentiellement ça Ouais. en cas de besoin. Mais vraiment, il faudrait que ça n'arrive pas sur Terre, parce que j'ai vraiment ce sentiment que là, ça serait avant que ça touche la Terre, parce que voilà, là, on est encore entre deux, tu vois, on peut que si ça rentre dans l'atmosphère de la Terre, c'est foutu. Après, tant pis. Mhm. Peux-tu aller regarder ce souterrain que tu vois? Qu'est-ce qui s'y passe dans ce souterrain? Qu'est-ce que tu vois? J'y vois plus des habitations. Des habitations? Tu veux dire, continue, qu'est-ce que tu entends par des habitations? Oui, donc là où vivent les gens qui sont sur cette,
parce que j'ai vraiment l'impression que la base scientifique est à l'extérieur, donc sur la surface, et qu'à l'intérieur, on va dire que c'est oui, il y a les habitations, on va dire tout ce qui va être plus pour la vie, à proprement parler, pas pour le travail, tu sais. Et parce que je vois que, en fait, voilà, ça je ne voyais pas, en fait, il y a les familles. Les gens sont là, donc il y a ceux qui travaillent, et il y a leurs familles qui sont là aussi. Je vois qu'il y a des enfants, Mhm. il y a des familles. D'accord. Et tu me disais à un moment donné aussi qu'il y a un roulement, un système de roulement, so- où des personnes viennent un certain temps et puis ensuite repartent. Est-ce que ces familles que tu vois dans les souterrains restent, elles? Non, parce que ce sont les familles de ceux des scientifiques. Donc ça, c'est pareil, il y a un roulement. Mhm. Donc finalement, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'habitants fixes, entre guillemets. Les seuls que je vois toujours cet être Mhm. humanoïde qui parle avec la peau bleue, Mhm. qui, lui, par contre, il est toujours là. Et je vois ils sont deux, trois, donc, comme lui, à être tout le temps là, avec leur famille. Ouais. Et eux restent tous, c'est les seuls. Donc il y a moins d'une dizaine, ouais, il y a moins d'une dizaine de personnes qui est tout le temps là-bas et ne roulent pas. Pourquoi? Parce que ben, maintenant, ils sont comme chez eux là-bas. Et je sens vraiment un attachement profond à la Terre. Enfin, un attachement profond. Ouais, ils se sont attachés à nous, à notre planète, à tout, justement, à toutes ces informations qu'ils recueillent aussi sur notre façon de vivre qui a évolué, sur les races et les espèces d'animaux qui ont elles aussi évolué. Et ouais, surtout lui, cet être que je perçois masculin, parce que j'allais dire cet homme, cet être masculin, lui, vraiment, il ne veut pas partir, parce que c'est comme s'il avait trouvé, tu sais, c'est sa place, quoi. Il sait, voilà, il, il est là où il doit être. Il le sait, ça lui convient tout à fait. Et par rapport au centre de la Lune, est-ce que tu vois des choses en particulier comme ça qui t'interpellent au niveau de sa structure? Parce que le noir, en fait, que je voyais, j'ai l'impression que c'est de l'énergie. Continue. Ouais, très bizarre parce que, ouais, mais parce que moi, en fait, je connais pas et je sais pas comment on l'utilise, mais eux, voilà, ok. En fait, c'est comme si tu pouvais aller puiser dans cette matière-là, C'est comme si? tu pouvais aller prendre de cette matière, D'accord. hein, la prendre dans ta main, et en fait, tu en fais ce que tu veux. Ça peut être une énergie, tu peux t'en servir pour t'alimenter, tu peux t'en servir pour alimenter un vaisseau, tu peux t'en servir pour alimenter un ordinateur, tu peux, voilà. C'est une source d'énergie universelle, en fait. Et puis c'est à toi après qui pose l'intention de ce que tu veux faire de ça. Et comment est-elle créée, cette énergie? C'est quelque chose qu'ils ont amené. Quelque Mhm. chose qu'ils ont amené, et en plus, qui, eh ben, c'est super développé, c'est très bien adapté à la Lune, en fait, à ce qui commençait à se créer. Là, j'ai encore rien n'est fait par hasard. Voilà. C'était, ouais, parce que c'est l'énergie de chez eux, en fait, qui se trouve sur donc, ces deux planètes. Et ils en ont emmené un peu, et en fait, ça s'est très bien acclimaté, voilà, acclimaté à la Lune et à ce qu'ils ont, voilà, ce qui s'est fait autour petit à petit. Ça, c'est. J'ai une dernière question. Comment tu vois l'influence de la Lune sur la Terre? Est-ce que tu vois une influence ou bien simplement des croyances? Pas tant que ça. Non. Nous qui avons une influence sur la Lune,
Et toutes les croyances dont beaucoup parlent. Eh ben, en fait, j'ai la sensation qu'à un moment donné, il y avait beaucoup plus d'informations qui étaient balancées de la Lune vers la Terre. On Mhm. a essayé de, enfin voilà, que donc oui, il y avait des informations donc, qui partaient de la Lune pour venir sur la Terre, mais que ça a été stoppé à un moment donné, et qu'après c'est resté, tu sais, dans les croyances, dans la tradition, on va dire. Regarde quel type d'informations étaient envoyées. Informations Des informations de... de protection, comme quoi, comme des avertissements en fait. C'est comme si, alors avertissement, le mot est fort, parce que c'était très subtil ce qui était envoyé. Et qui envoyait ça, ces informations? Des êtres sur la Lune. Et c'est que je vois qu'à un moment donné, il y en a qui se sont amusés à envoyer des informations qui faisaient peur. Et c'est de là qu'ils ont décidé d'arrêter. Parce que ça a créé des choses sur la. Ça me, là, ça me renvoie aux sorcières. Je ne sais pas du tout pourquoi. Et je pense à l'Inquisition. Tu te sens bien, ça va, Élodie? J'ai mal à la tête là, tu vois, là, ça me. Ok, déconnecte, déconnecte, déconnecte. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon? Ouais, donc je Déconnecte vais et prendre. reviens à toi. Ouais, Prends le temps de revenir à tes fréquences. Comme tu sais, Elodie, tu peux tout regarder en tant qu'observateur sans te connecter ouais. directement à autre chose. Ok? On va s'arrêter là. Tu veux que je fasse un décompte de 5 à 1 pour revenir? Oh, 3, c'est bon. Ça fait Décompte de comme. 3 à 1? Ouais, Ok, ça marche. Elodie, je vais compter de 3 à 1. Tu vas pouvoir revenir à toi et revenir dans l'ici et le maintenant, dans le présent. Et tu commences par te déconnecter de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tout ce que tu as vu, de toutes ces scènes, de tous et de tout, jusqu'à revenir simplement à toi, à ta sphère énergétique, à tes énergies propres. Tu reviens uniquement à toi. Et je commence le décompte. À 3. Reviens à toi, à tes énergies, et tu peux prendre le temps de moduler complètement tes énergies, monter tes fréquences au niveau parfait et idéal pour toi, jusqu'à te sentir parfaitement bien dans tes énergies. 2. Et tu peux en profiter pour te régénérer complètement. Laisser ton corps se régénérer également, toutes tes énergies, les faire circuler complètement, parfaitement bien dans toute ta sphère, dans tout ton corps énergétique et dans tout ton corps physique, pour revenir en pleine forme. Et à 1, tu pourras revenir dans le présent, dans ton corps, bouger les extrémités du corps et ouvrir les yeux. Comment ça va? ça va super. Bien revenu? Ouais, Tu te sens bien? oui, Parfait. Bon, je vais couper l'enregistrement, tu restes avec moi? ok. Merci Elodie. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto
si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.